qui je suis? Eh bien, je m'appelle Charles, j'ai 51 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis directeur des opérations dans un grand groupe de télécommunications français et je me bats depuis maintenant le mois de janvier contre un cancer primitif inconnu. Alors au-delà d'être directeur des opérations, j'ai évidemment plein d'autres choses dans ma vie. Donc je suis aussi musicien et chanteur dans un groupe de reprise pop-rock. Ça fait presque 15 ans maintenant. Donc c'est une grande passion depuis très longtemps. Euh, j'ai une autre passion, mais qui n'en est pas une dans l'absolu, mais j'ai toujours eu beaucoup de copains, d'amis. Je suis quelqu'un d'assez jovial et qui aime bien rire, qui aime bien être un peu décalé aussi. Avec un ami en ce moment, on fait des parodies, par exemple, de titres célèbres pour prendre un peu d'amusement et en même temps avoir du fond quand même dans les textes. Donc j'aime bien sortir des sentiers battus globalement. Et puis je suis quelqu'un qui aime prendre du plaisir dans la vie. Voilà. Alors j'ai une autre passion, c'est celle d'être au plus près de la nature. Plus je pense que ça m'a toujours habité, mais plus je vieillis, plus j'ai besoin d'être connecté à la nature. Donc je marche beaucoup avec ma femme et on s'éloigne toujours du monde, des centres-villes. Donc on va beaucoup dans la campagne, on va à la mer, on va à la montagne, on marche. Et j'aime contempler les endroits que je traverse. Alors pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de témoigner? Pour plusieurs raisons. La première, égoïstement, j'allais dire, c'est une thérapie personnelle, puisque depuis le début de la maladie, j'écris. Je tiens un journal de bord par rapport à tout ce qui m'arrive, et ça me permet de prendre de la distance avec la maladie. J'aurais pu en rester là. Il se trouve que Clémentine Vergniaud, qui est une journaliste de France Inter, atteint aussi d'un cancer, mais qui est plus jeune que moi, hein, qui a 30 ans, a décidé de faire un podcast. Et lorsque j'ai écouté son histoire, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et je me suis dit que ce serait peut-être pas inintéressant de continuer finalement ce type de témoignage pour, au-delà de moi, justement, pour les autres personnes qui sont aussi atteintes de la maladie, mais aussi pour leur entourage. Et puis, je me dis que le fait de témoigner de ce que je vis et de faire savoir ce que c'est qu'un cancer primitif inconnu peut permettre, je l'espère, euh, d'inciter les gens qui écouteront mon histoire d'une manière ou d'une autre, faire des dons à la recherche contre le cancer, puisque on connaît les cancers les plus connus et qui sont les cancers pour les hommes souvent de la prostate, des poumons, pour les femmes du sein, des intestins, où il y a de la recherche et c'est bien normal. Et puis pour les autres cancers, un peu moins. Et donc je me dis que si mon témoignage peut arriver le plus largement possible, et si ça peut inciter aussi les gens à être plus généreux, ça pourra permettre pour ce type de cancer qui me concerne aussi d'avoir sans doute d'autres traitements par la suite. L'objectif final de ce témoignage, c'est, je pense, pour moi et mes proches, une façon de les remercier parce que j'ai cette chance d'être beaucoup entouré. Et c'est pas toujours facile de leur dire, c'est plus facile pour moi de l'écrire ou finalement de me le raconter comme je le fais en ce moment. Façon aussi de laisser une trace peut-être, puisque on ne sait pas ce que sera la suite pour moi, même si je suis optimiste. Mais en tout cas, ça permettra aux gens qui me sont proches de pouvoir entendre ce que j'ai à leur dire. Et puis enfin, comme cette journaliste Clémentine, sans doute pour laisser une trace sur mes derniers mois peut-être de vie, au mieux, et je l'espère vivement,
Je relirai cela en retraite, bien installé dans mon fauteuil devant une cheminée de feu de bois, en me disant que ce fut sans doute l'une des plus grosses épreuves de ma vie, mais que j'y ai finalement survécu. Et l'on pourra alors me dire, t'es vraiment un warrior, mon vieux, un combattant, t'es un winner. Et puis, peut-être le dernier point, c'est encore une fois, de faire avancer les patients qui vivent la même chose que moi. Pourquoi pas, alors j'allais dire là, je suis peut-être un peu naïf, mais pourquoi pas aussi le corps médical, euh, puisqu'aujourd'hui je suis bien accompagné, mais on reste sur une médecine, j'allais dire, classique d'oncologie. Et il se trouve que pour le vivre en ce moment, je m'aperçois que on touche beaucoup à l'humain et que peut-être que aussi le corps médical, quand ils écoutent ce type de témoignages, peuvent aussi parfois changer leur attitude par rapport aux gens qui sont malades. Et puis donc de manière générale aussi d'avoir un témoignage qui permette aux gens qui sont peut-être plus loin de moi, je pense à des collègues, je pense à la direction aussi dans mon entreprise, mais pas que, qui comprennent que ce genre de tsunami n'est pas facile à vivre et que sans doute il y a des choses à faire aussi en termes d'accompagnement dans ce milieu-là. Ça y est, je l'ai. Comme si je m'y attendais, un jour ou l'autre, mais pas si tôt, je l'avoue. L'annonce tombe la veille de mon 51e anniversaire. Le verdict est formel. Vous avez un cancer. Un carcinome d'origine indéterminée. Ah, comment est-ce possible ça? La biopsie n'a pas pu nous donner l'origine du cancer. Cela arrive dans 5% des cas environ. Double peine en quelque sorte. Non seulement on t'annonce que tu as un cancer, mais en plus, on ne sait pas lequel. Alors c'est vrai que côté santé, je n'ai jamais eu de chance. C'est mon parcours de vie. À chaque fois c'est compliqué. Je suis toujours dans les cas rares, exceptionnels. Mais je m'en serais bien passé cette fois, pour une maladie mortelle. Tout a commencé en janvier 2023. Je suis hospitalisé pour une douleur aiguë au ventre. Le scanner met en évidence des ganglions dans la zone abdominale. On me demande d'aller consulter un hématologue, car il y a une suspicion de lymphome. Déjà, le mot lymphome, tu ne sais pas exactement ce que c'est, mais en revanche, tu sais que ça ne sonne pas terrible. Je demande donc à l'hématologue, clairement, qui me répond « C'est un cancer des ganglions, monsieur. » Ah ben, dites-le clairement alors, ai-je pensé. Merde. Coup de massue. J'éprouve une sensation bizarre, entre une espèce de fatalité. De toute façon, je me disais bien que j'allais le choper un jour, ce crabe. Et une colère qui refuse l'information, comme une injustice. En même temps, pour le moment, rien n'est moins sûr. Alors le jour de l'annonce du cancer a été assez particulier. Donc je suis allé au mois de janvier à l'hôpital parce que j'avais une douleur intense du côté de l'abdomen. Et donc je suis arrivé aux urgences, persuadé que c'était une pancréatite parce que j'ai été victime de crise de pancréatite depuis l'âge de 17 ans de manière récurrente, hein. Et cette douleur s'apparentait beaucoup à une pancréatite. Donc au fond de moi, je me suis dit, tiens, encore un épisode de pancréatite, ça faisait très longtemps que j'ai été tranquille. Et après un certain nombre d'examens, on m'a dit que j'ai des ganglions au niveau de l'abdomen. Je me souviendrai longtemps de ce moment, juste avant de passer cet examen. Je suis seul dans une salle, plutôt confortablement assis. On m'injecte le produit et une heure d'attente commence. Cette heure est terriblement longue, car tu sais que tu es à quelques minutes d'une potentielle très mauvaise nouvelle. Je mets mon casque sur la tête, j'écoute de la musique classique pour me détendre, et un podcast sur Mozart aussi. Quel génie celui-là, j'apprends qu'il est mort à 35 ans. Il y a toujours pire que soi dans la santé. Je n'imagine même pas s'il était mort à 60 ans l'héritage colossal d'œuvres qu'il aurait laissé.
Puis arrive l'examen qui dure 20 minutes. Je ne cesse de penser au personnel médical de l'autre côté de la glace qui, eux, voient les résultats. Moi, je croise les doigts secrètement et me demande si ça se voit sur le scanner. J'imagine même leur conversation entre eux, à la visualisation de mon corps. Ah bah lui, il est mal barré. Il est pourtant pas si vieux. Je demande à voir un radiologue à l'issue de l'examen. Requête acceptée. Je suis donc reçu dans un bureau austère. Une dame, radiologue, me demande de m'asseoir et ferme la porte derrière moi. Je ressens assez vite qu'elle n'est pas hyper à l'aise et cela ne présage rien de bon. Et qu'il faut que j'aille rapidement voir une hématologue. Donc j'ai rendez-vous quelques jours après devant une hématologue qui me demande si je sais pourquoi je suis devant elle. Je lui dis ben je suis devant vous puisque on m'a dit que j'avais des ganglions. Mais il dit oui monsieur, on a une suspicion de lymphome. Et donc là lymphome, je sais qu'au fond de moi ça résonne pas très bien, mais je sais pas exactement ce que c'est, donc je me permets de lui demander mais vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'un lymphome? Et là le premier mot cancer tombe, elle me dit c'est un cancer des ganglions monsieur. Il est 18h30, je sors de l'hôpital, seul, il fait noir. Je sais que ma femme Cathy attend fébrilement les résultats. J'allume une cigarette avant de prendre la route. Je flippe. Je rentre dans ma voiture et tape de rage sur le volant. Je suis en colère, plus que triste finalement. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Ma femme a déjà eu un cancer du sein il y a 10 ans qu'elle a fini par combattre. J'allume le contact, je pense à mes enfants, à ma femme, à ma famille, mes amis. Des larmes coulent toutes seules. C'est très confus dans ma tête. L'information est tellement traumatisante que tu ne sais plus si c'est réel, si on parle bien de toi. 10 minutes après, je suis à la maison. J'attends Cathy, qui va rentrer d'une minute à l'autre. Elle arrive enfin d'un pas pressé jusqu'à la cuisine où je me trouve avec un « Alors ?» Je lui dis tant bien que mal que c'est pas bon. Et nous fondons en larmes dans les bras l'un de l'autre. Ce type de moment que tu n'oublieras jamais. Cathy est effondrée, car contrairement à moi, qui m'étais plus ou moins fait à l'idée, cette fois c'est officiel. Plus de doute. Sa peine me touche beaucoup, c'est toujours un traumatisme pour ses proches, et pour le malade, de les voir souffrir. Dans l'immédiat, il faut que l'on réfléchisse à comment l'annoncer aux enfants, qui arrivent d'ici 30 minutes. Ce genre de soirée apocalyptique, tu ne t'y prépares jamais, tu improvises, tu fais au mieux. Ensuite, il faut que je prévienne ma mère. Ça va être dur. Elle a perdu sa petite sœur subitement d'une pancréatite il y a 1 an et depuis, son moral est bien touché. Et là, il s'agit de son fils. Allez, j'appelle. Je lui explique factuellement ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, que c'est probablement un lymphome. Depuis, ma femme et moi sommes allés sur Internet, chose à éviter, mais inévitable en fait. Je lui explique ma compréhension de la maladie. Globalement, ça se soigne assez bien. La prochaine étape nous dira le stade et le type de cancer grâce à une biopsie. Elle craque au téléphone. Normal, c'est dur de l'entendre pleurer sans soi-même craquer. Je lui propose de raccrocher pour qu'elle puisse se lâcher comme elle le souhaite et la tiendrai évidemment au courant de la suite. J'ai de la peine pour elle. Reste à prévenir mon frère et mon cercle d'amis. Je ferai ça demain. Là, je suis épuisé. Alors maintenant, il s'agit d'informer le reste de mon entourage, donc mes amis les plus proches, mes collègues avec qui j'ai beaucoup d'affinités, etc. Donc à la question comment vas-tu, Charles, j'ai décidé de pas tricher. Donc soit ça se fait au fil de l'eau, l'annonce, c'est-à-dire que quand j'ai des rencontres au quotidien avec ces gens-là ou quand on m'appelle, souvent c'est une posture en disant salut, comment tu vas? Bah je réponds bah pas bien. Et donc j'en profite pour embrayer sur l'information. Donc là, bah, des réactions très diverses hein, selon les personnes, par leur vécu, par leur attitude. Chacun fait comme il peut avec cette annonce et je leur en veux pas. Donc mais globalement, beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute et
finalement, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Je sais que les gens sont là, c'est ce qu'ils me disent. Je préfère ça à des gens qui, c'est arrivé, hein, qui sont plutôt dans la posture tout de suite de conseil ou de spécialiste. On dit souvent que il y a 69 millions de sélectionneurs dans l'équipe de France. Bah, parfois, pour la médecine, c'est un peu pareil. Il y a des gens qui s'improvisent ou enfin, qui se disent médecins et qui t'expliquent tout de suite ce qu'il faut faire. Bon, ça, c'est plus compliqué pour moi à l'entendre parce que c'est pas vraiment ce que j'ai envie à ce moment-là. Mais encore une fois, je leur en veux pas. Et donc, j'ai décidé d'être moi-même face à cette question, d'être franc, de dire bah ça va pas pour telle raison, parce que j'ai un cancer. Et puis parfois, c'est moi qui prends les devants en disant tiens, je vais appeler tel pote ou tel pour lui dire que là, quand même, j'ai une information importante à lui donner. Mais globalement, et c'est ma mère qui m'a dit ça, j'ai vraiment beaucoup de chance, je suis hyper bien entouré, beaucoup d'amour autour de moi. Et elle m'a dit, mais c'est parce que tu le mérites, parce que tu t'intéresses sincèrement aux gens et ils te le rendent bien. Donc j'ai envie de la croire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie d'entendre à ce moment-là quand on sait qu'on a un cancer et qu'on vient d'avoir l'annonce? Bah, j'allais dire pas grand-chose. Globalement, juste de savoir que les gens sont là pour toi, c'est largement bien. Je fais donc les différents examens. J'arrive à le gérer dans mon emploi du temps car l'hôpital est à 10 minutes de chez moi et 20 minutes de mon travail. Je rentre et je sors en enchaînant sur mes dossiers. Je sens que mon patron n'est pas forcément très à l'aise avec ce rythme d'agenda. Il me dit que je peux prendre un arrêt de travail, que ça doit être compliqué de passer d'un scanner à une réunion de direction. Mais personnellement, j'ai besoin de continuer à travailler, d'avoir une vie encore presque normale, à part parfois un peu de fatigue, mais je ne me sens pas malade. Il a surtout besoin de savoir comment mon service va tourner sans moi, qui va prendre l'intérim, à partir de quand, etc. Il prend souvent de mes nouvelles, m'appelle régulièrement et je sais que ce monde pro n'est pas adapté à la maladie et que les gens ne sont pas formés ou habitués à gérer ce genre de situation. Un sujet de plus à traiter d'ailleurs. Il faudra un jour sensibiliser les managers à ces cas-là. Pour en être sûr, il faut faire une biopsie. Donc, on me prélève un échantillon d'un ganglion infecté. Les résultats de la biopsie sont prévus le 16 mars, jour de mon anniversaire. Un rendez-vous est fixé avec l'hématologue. J'hésite à leur demander de bouger la date car cela risque d'être compliqué à gérer peut-être, de recevoir des appels pour son anniversaire avec une telle info. Et puis je me dis, tant pis, une épreuve de plus, elle est largement surmontable. Alors, comment ça se passe sur l'annonce du cancer, de la typologie du cancer en tout cas, suite à la biopsie? Eh bien, je suis en réunion en fait au travail et on insiste lourdement sur mon téléphone. Et donc, bah, je réponds pas quand je suis en réunion en général. Sauf que là, ça insiste et je reconnais en regardant mon téléphone le numéro de l'hôpital. Donc là, je me dis, il y a sans doute quelque chose d'important à entendre. Donc je sors de la réunion. Sauf que j'y reviendrai juste après, mais enfin, globalement, tout ça s'est passé sans doute à peu près en un quart d'heure de temps, le fait de ne pas avoir répondu dans un premier temps aux premiers appels, ils ont appelé mon épouse en parallèle, puisque sur les documents administratifs de l'hôpital, il y avait deux numéros de téléphone, le mien et le sien. Donc ils ont d'abord annoncé à mon épouse que j'avais un carcinome d'origine inconnue, un cancer primitif inconnu. Et donc moi, on me l'a annoncé après ma femme finalement. Euh, En sortant de cette réunion, j'ai eu donc le docteur qui m'a annoncé que c'était pas un lymphome, mais que c'était un cancer primitif inconnu et que j'allais être dans les mains d'une oncologue spécialiste du cancer. Donc je savais pas trop comment réagir. En plus, j'étais vraiment la tête dans le guidon au travail, donc je j'ai pas craqué à ce moment-là. Je me suis dit ok, bon, bah, c'est sûr, j'ai un cancer, mais globalement, je m'en doutais déjà. Malheureusement, c'était pas le cas de ma femme. Ma femme, je pense que tant qu'elle l'avait pas entendu par un médecin, elle espérait encore que ce soit une erreur. Et là, elle a craqué en fait, puisqu'elle m'a appelé juste après avoir eu le docteur, parce qu'ils n'arrivaient pas à me joindre. Donc elle m'appelle en pensant qu'elle allait m'annoncer la nouvelle. Donc ma femme était bien triste au téléphone quand elle m'a annoncé ça, mais je l'avais déjà entendu finalement entre-temps par le médecin. Je lui ai dit t'inquiète pas chérie, je suis au courant et on fera ce qu'il faut. Et je pense que le fait
d'être au travail à ce moment-là m'a permis de pas m'effondrer et d'épauler mon épouse, finalement. Ça signifie que ces ganglions sont des métastases et que la tumeur principale se cache quelque part dans mon corps. Et ça, je ne l'avais pas percuté tout de suite comme elle. Et là, c'est moi qui prends la claque dans la gueule, à la compréhension de cette information logique. En résumé, j'ai un cancer, avec des métastases donc à un stade avancé, mais on ne sait pas quel type de cancer. Les annulations professionnelles s'enchaînent. Je devais animer un séminaire avec toute l'équipe commerciale. C'est toujours de bons moments, mais là j'annule car je souffre toujours à la maison et surtout, je suis rincé. 15 jours à la maison vont se passer avec des hauts et des bas, parfois. Je ne sais pourquoi mes douleurs reviennent, parfois elles s'envolent comme elles sont venues. En revanche, mes nuits sont difficiles. J'ai pourtant toujours eu un bon sommeil. Je me réveille systématiquement, souvent par des suées nocturnes intenses. Je suis trempé. C'est un des symptômes apparemment. Et puis même quand je n'ai pas de douleur, je pense que mon cerveau s'est habitué à se réveiller et à cogiter. Je descends à chaque fois dans mon salon pour laisser Cathy tranquille et essayer de retrouver le sommeil. J'ai vu des émissions de nuit que je n'avais jamais vues, des rediffusions de jeux télé débiles que je mate quand même, comme hypnotisé par cette connerie. Mes enfants me découvrent petit matin dans le canapé. Ça ne me plaît pas. J'ai senti que finalement l'hématologue passait le relais, entre guillemets son dossier, à une autre spécialiste, qui est donc une oncologue. Cette oncologue, je la rencontre, elle m'explique que la biopsie n'a pas pu déterminer le type de cancer. Parce qu'une biopsie souvent nous permet de dire quel est le cancer concerné, quel est le stade avancé du cancer. Or, pour moi, elle me dit ça arrive de temps en temps, monsieur Delobel. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle un cancer primitif inconnu. C'est la première fois que j'entends ce mot-là. Je ne savais même pas que c'était possible. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé la tumeur initiale, la tumeur primaire, j'allais dire. En revanche, j'ai les métastases au niveau de mon corps dans 3 endroits. Alors maintenant qu'on sait que c'est pas un lymphome, que c'est un cancer primitif inconnu, j'ai rendez-vous avec une oncologue. Mon épouse m'accompagne. Et ce premier rendez-vous se passe plutôt bien. C'est quelqu'un de très pédagogue qui nous explique bien la situation, qui nous confirme que c'est un cancer primitif inconnu, que on n'a pas trouvé à ce stade l'origine du cancer, mais qu'on va tout faire pour le faire. Donc on va y aller par élimination. Donc elle va nous proposer un certain nombre d'examens que je vais devoir faire. Et que quoi qu'il arrive, si on ne devait pas trouver l'origine du cancer, ça se soigne malgré tout par une chimiothérapie un peu plus généraliste, puisqu'on ne peut pas cibler autant qu'on le voudrait le cancer, mais que ce type de cancer se soigne également. Donc eh bien, on prend cette information, j'allais dire, comme on peut, et puis j'annonce quand même à mon oncologue qu'avec Cathy, on avait prévu de partir en Bretagne durant les vacances de Pâques. Et ce serait bien qu'on puisse le faire et se mettre d'accord sur, à notre retour de cette semaine, on va dire, parenthèse qu'on espère enchanter, pouvoir démarrer le traitement, démarrer la chimiothérapie. Chose qu'elle accepte. Donc on part avec Cathy en Bretagne et on se dit tous les deux que ça sera sans doute le calme avant l'entempête. Elle nous annonce aussi donc qu'il y aura un certain nombre d'examens à faire pour essayer de trouver l'origine du cancer. On va commencer par un IRM du cerveau. On va vraiment aller explorer l'ensemble du corps. On va faire une échographie des testicules. On va aller voir aussi du côté du canal de l'urtère. Alors l'urtère, c'est un canal, une voie en fait qui se situe entre le rein et la vessie. Parce qu'ils ont remarqué lors d'une IRM que j'avais une petite malformation à ce niveau-là et qu'il serait bien d'aller explorer aussi dans ce domaine-là. On va me faire des fibroscopies, on va me faire des scanners. Enfin voilà, je pense que, je sais pas, j'ai pas compté, mais j'ai fait vraiment beaucoup d'examens. Et le plus cocasse, c'est sans doute l'échographie des testicules, puisque c'était assez drôle même. Euh, on se présente devant un docteur
Elle nous explique qu'il faut enlever évidemment le pantalon, le caleçon, et puis tenir avec ses deux mains la verge vers le haut, et on se retrouve comme ça, face à ce docteur qui commence à entamer une conversation tout à fait banale en me demandant ce que je fais dans la vie, pendant que lui, il, euh, il est avec son appareil sur mes bijoux de famille, j'allais dire, et puis c'est assez cocasse. Et en live, il m'annonce qu'il n'a rien trouvé. C'est l'avantage de l'échographie, c'est que il me montre son écran et en me disant, monsieur, c'est pas là que ça se passe. Voilà. On visitera Quimper, Concarneau, Bénodet, Saint-Marine, que de beaux endroits. Je me lève très tôt encore. J'en profite pour me balader sur la plage située à 50 mètres, juste devant notre location. Et là, c'est le paradis. Je suis seul au monde, j'assiste au lever de soleil, les oiseaux qui chantent que pour moi, je regarde l'horizon, la mer, je suis ému, j'en pleure tellement c'est beau, c'est bon. Et rapidement une colère aussi. Je n'ai pas envie de mourir, moi, pas maintenant. Je souhaite en vivre encore, moi, des moments comme cela. Je commence à me demander si je vais vivre assez longtemps. Ne serait-ce pas mes derniers moments de bonheur ? C'est durant cette très belle semaine, paradoxalement, que je vais penser beaucoup à la mort. J'aime tellement la vie. Je commence à avoir peur, j'en parle à Cathy. J'ai fait le nécessaire en cas de décès auprès de la banque, de la prévoyance, du boulot aussi. Elle n'aura pas de problème financier si elle devient veuve. C'est important pour moi que ma famille soit à l'abri des soucis d'argent en plus de la perte d'un proche. Je vis cette semaine, ces petits moments comme des pépites à savourer à chaque instant. Je fais quand même des projets avec Cathy, même si à chaque fois, je ne peux m'empêcher de me demander si je serai encore là dans 6 mois. En effet, la lecture des articles scientifiques sur le cancer des voies biliaires, CVB pour les spécialistes, est assez flippante. Les chances de survie sont assez sombres. 2% des patients seulement survivent après 5 ans, quand le cancer s'est propagé. J'oscille entre espoir, autoconviction que je vais guérir, combativité et désespoir. La mort à ta porte, ou plutôt en toi qui progresse masqué, car nous n'avons toujours pas détecté la tumeur principale. Sur le papier, factuellement, j'ai quand même peu de chances de m'en sortir. Mais je n'accepte pas l'option noire, je compte bien faire déjouer les stats. Tout le monde t'explique que le moral, c'est la clé, je le sais bien, Cathy aussi, mais les gens n'ont que cela à la bouche, comme si c'était aussi simple. Face à l'annonce de cette batterie d'examen, bon, j'allais dire presque motivé parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on me explique d'où vient le cancer. Donc, j'accepte volontiers cette batterie d'examen avec quand même une appréhension parce que pour avoir connu dans mon passé, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup les hôpitaux, je sais très bien qu'il y a des examens plus ou moins difficiles, douloureux, et donc je sais que je vais passer des moments compliqués, mais globalement, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on me dise, monsieur, vous avez tel cancer, on a trouvé la tumeur principale. Je sens que tout le monde est débordé. L'illustration concrète de tout ce qu'on entend dans les médias sur les conditions de travail dans nos hôpitaux publics. J'entends d'autres malades se plaindre, gémir, et parfois des réponses du personnel complètement hallucinantes, sur un ton sec, voire méchant. C'est sans doute une journée à part, mais quand on entend ce type de réponse, on se dit que ces gens-là devraient changer de métier. Ils ne peuvent pas s'imaginer ce que cela induit chez les malades d'entendre tout cela. C'est l'inhumanité par définition, selon moi. Je me souviens par exemple d'une dame assez âgée qui demandait sans cesse à pouvoir prévenir son mari et avoir un docteur. Un aide-soignant lui a répondu sur un air narquois, humiliant, qu'elle n'avait rien à faire d'autre qu'à attendre, qu'il fallait qu'elle arrête d'embêter le personnel et qu'elle verrait le docteur quand elle la verrait, et puis c'est tout. De mon côté, toujours avec ma douleur, on m'informe qu'on va me déplacer dans le couloir en attendant car d'autres patients arrivent et ils ont besoin de mon box. J'avais déjà l'impression d'être peu considéré dans le box, mais alors là, dans le couloir, j'étais carrément transparent. Pour moi, ce fut l'enfer. Je voyais défiler tout le personnel, entendais toutes leurs conversations, leurs sujets personnels et professionnels, leurs petits malheurs, un grand moment de solitude,
de souffrance psychique et physique. Le pire des examens aura été celui de l'urothère. Donc l'urothère, c'est le fameux canal qui existe entre le rein et la vessie. Parce que lors d'un scanner, ils ont remarqué, les docteurs, que j'avais une malformation. Donc pour en avoir le cœur net, il faut aller explorer le canal de l'urothère. Il faut savoir que le canal de l'urothère, c'est un canal très très étroit. Et donc je rencontre un urologue qui m'explique qu'une intervention se fera sous anesthésie générale pour, avec une caméra, aller voir ce qui se passe au niveau de ce canal, pour voir s'il y a une tumeur, et auquel cas, s'il y a une tumeur, faire une biopsie pour confirmer que la tumeur principale se trouve bien à ce niveau-là. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus que ça. Si, il m'indique quand même que, comme l'endroit est très étroit, il est possible que une première intervention ne soit pas suffisante et que une deuxième intervention soit possible, auquel cas ils vont poser ce qu'ils appellent une sonde JJ, J comme la forme en fait de la lettre de l'alphabet qui est reliée entre le rein et la vessie, finalement pour dilater le canal qui permettrait à la deuxième intervention d'intervenir beaucoup plus facilement. Je fais une parenthèse, l'urologue, jusqu'à présent j'ai toujours trouvé que le corps médical était très dans l'empathie, très pédagogue. Pour le coup, celui-là, je l'ai pas trouvé très, comment dire, très empathique, pour le moins qu'on puisse dire. Euh, un peu le médecin à l'ancienne, un peu frimeur, un peu speed et pas vraiment dans le détail de l'explication du patient. Ça sera confirmé par la suite puisque au réveil de cette intervention, hein, puisque c'était une anesthésie générale, j'ai senti une douleur. Ma première question a été de dire est-ce que vous avez su intervenir parce que je voulais pas d'une deuxième intervention évidemment et on m'a dit ben non, il va falloir une deuxième intervention. Je rentre dans ma chambre d'hôpital. On me propose, je me souviens très bien, on me propose de boire un café, etc. pour commencer à me détendre un peu, chose que j'accepte. Et puis me vient l'envie d'aller faire pipi. Et là, l'horreur. Une douleur incroyable me fige au niveau du rein gauche, et ensuite au niveau de la verge. Aucune urine ne sort, que du sang. La vision de la scène sur un WC blanc plus la douleur me donne un malaise vagal. J'arrive à garder conscience, mais je sonne avec la poire prévue à cet effet pour appeler l'infirmière. Mon calvaire commence. Et là, des douleurs, mais comme rarement j'ai ressenti, ou qui me mettent dans un état mais pas possible de douleur avec limite malaise vagal. Or, encore une fois, l'urologue m'avait expliqué que j'aurais peut-être un peu de douleur, enfin rien d'exceptionnel. Je pense qu'il n'avait pas mesuré à quel point son examen pouvait être douloureux. Et j'ai compris dans les mots d'ailleurs du personnel médical, des infirmières souvent et des aides-soignants, qu'effectivement l'explication était sans doute pas suffisante au moment que j'ai rencontré cet urologue. Et dans sa grande beauté, il m'a donné un Doliprane, ce qui était largement insuffisant. Et ça m'a ruiné un mois de ma vie. J'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleurs euh, pour aller arriver, mais tant mieux, il faut y aller par élimination, à la conclusion de dire finalement, il se passe rien au niveau de l'urtère. Alors où j'en suis aujourd'hui et comment on fait depuis le temps de la maladie pour tenir le coup, bon, j'allais dire comme d'habitude, c'est-à-dire on a toujours beaucoup communiqué entre nous, avec mon épouse, avec les enfants, donc on continue de le faire, peut-être même encore plus qu'avant, puisqu'on a besoin tous les deux de parler. Donc on marche beaucoup à deux, enfin beaucoup, moins parce que j'ai moins d'énergie, mais en tout cas on se trouve toujours ces moments-là pour discuter de ce que je ressens, de ce qu'elle ressent. Donc voilà, c'est essentiellement basé sur la communication, finalement, pour tenir le coup, et puis les petits moments de bonheur qu'on chope toujours, soit par la contemplation de la nature, soit par des rencontres avec les potes, avec des restos quand je suis à peu près bien, où j'ai pas trop de nausées. Moi, je me nourris de ces moments-là, et globalement, même si en ce moment je suis un peu plus dans le dur, je pense que j'arrive à tenir
à tenir la barre. Alors, il faudrait pas que ça continue non plus très longtemps en termes d'énergie, mais je suis relativement satisfait de la manière dont j'affronte la maladie et mon épouse aussi. J'évite de me dire aussi pour avancer que bah, je vais mourir ou je vais peut-être mourir. Ça, je me le chasse régulièrement. Je dis pas que j'y pense pas parce que ce serait faux. Mais je souhaite rester debout, entre guillemets, c'est-à-dire je j'ai pas envie de, de me plaindre sur mon sort moi-même et d'avoir des petits moments de mou, même si j'en ai, mais en tout cas, je m'interdis de tomber, quoi, parce que j'aurais trop peur de pas remonter, voilà. Et l'hypnothérapeute que j'ai rencontré, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est quand même assez bizarre parce que, bon, souvent, les patients qui viennent me voir à un moment donné craquent au fur et à mesure des séances. Moi, j'ai pas craqué. Et puisqu'il voit aussi ma maman qui en a besoin, il me dit, je sais plus de choses par votre maman que vous m'avez dit. Donc ça veut dire que vous gardez beaucoup de choses pour vous. Et alors lui, il m'a incité pour le coup à me dire, mais monsieur, c'est bien normal de craquer. Et c'est pas parce que vous craquez une fois, vous n'allez pas remonter. Mais je pense que, un, moi naturellement, je suis fait comme ça. Et deux, j'ai pas envie d'y aller voir mon côté dépressif parce que encore une fois, j'ai peur de pas revenir. Et je me dis que j'ai pas le droit en ce moment. Voilà. Et vous? Vous êtes là pourquoi? Cancer. Oh merde, vous êtes jeune? Ça me fait sourire. Depuis que je suis malade, j'entends vous êtes jeune. Ça faisait bien longtemps que je ne l'avais plus entendu, ça. Jeune pour mourir, ça veut dire. Oui, ils vont me poser un pack pour les chimios. Je sens ma voix tremblotante, une vague d'émotion monte encore subitement. Une larme s'échappe. Le monsieur est gêné, moi aussi. Puis soudain, j'entends mon nom, c'est mon tour. Je me lève, je salue ce monsieur, il me souhaite bon courage. Cette conversation m'a plu finalement. Au fond de moi, je me suis dit, je l'avoue, que certes il a 80 ans, moi que 50, mais contrairement à lui, si je devais mourir demain, j'aurais le sentiment d'avoir eu une belle vie, au sens personnel surtout, pas que professionnel, même si j'aurais fait plutôt une belle carrière. On se console comme on peut. J'allais peut-être mourir bientôt, mais je comptais bien me sentir vivant jusqu'au bout. Quand j'y pense, à la mort, je trouve cela évidemment effrayant, trop tôt, triste. J'ai tellement encore de choses à vivre, à partager, avec ma femme, ma famille, mes amis, de voir mes enfants heureux, grandir encore. Je n'ai pas envie de partir maintenant, moi. Et puis, je me dis que si malheureusement c'était bientôt mon heure, finalement j'aurais bien profité. J'aurais connu l'amour, j'aurais beaucoup été aimé aussi. Je pense que je laisserai plus de positif derrière moi que de négatif. Mais bon, je n'envisage pas cette piste-là. Le plus triste aurait été de partir sans avoir savouré la vie, et ce n'est pas mon cas. Ceux qui me connaissent bien le savent, j'ai un côté épicurien assez développé. Je ne veux pas tout écrire ici, c'est mon jardin secret que j'emporterai avec moi. La question qu'on m'a pas posée ou que j'aurais aimé entendre, bah peut-être pourquoi avoir décidé globalement de rendre public ton histoire parce que c'est quand même hyper personnel. Je me suis quand même beaucoup posé cette question-là avant d'en parler à mon pote Alain. Parce que c'est vrai que je suis quand même pudique. C'est que ça peut paraître contradictoire de se dire bah pourquoi tu fais cette démarche. Les gens pourront entendre ce que je suis en train de raconter. Donc je me suis beaucoup interrogé là-dessus et je me suis dit est-ce que ça me ressemble vraiment et la conclusion était de se dire bon j'ai pas mal discuté avec mon pote Alain mais je me suis dit bah ouais finalement pas trop se prendre la tête. Moi ça me fait du bien encore une fois de parler donc faut assumer ça et j'ai toujours été comme ça. Et puis encore une fois par cette journaliste qui a fait cette même démarche, je trouvais ça hyper courageux finalement de sa part. Je trouvais, je trouvais que ça apportait beaucoup de positif.
à moi, mais sans doute à d'autres qui l'ont écouté. Et donc voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas, si ça peut faire du bien à d'autres personnes, et à moi en particulier, voilà, faut pas trop se poser de questions, quoi. Quelques jours après, un soir, assis dans mon canapé avec Cathy, je reçois une notification m'indiquant qu'un nouveau document de santé a été posté dans mon dossier médical. Je ne peux m'empêcher d'aller voir. Il s'agit simplement du compte-rendu de l'oncologue suite à notre dernière entrevue. Je le lis et soudain, le choc. Un paragraphe me traumatise. Il est écrit. J'ai expliqué à M. Delobel le bénéfice attendu de ce traitement, à savoir l'obtention d'une rémission partielle pendant le plus longtemps possible et d'un contrôle de la symptomatologie actuelle, sans toutefois espoir de guérison à long terme, compte tenu du stade diffus de la maladie. C'est pas ce que nous a dit en live le docteur? Je le fais lire à Cathy qui était avec moi au rendez-vous. Elle ne comprend pas non plus et se met à pleurer. Je suis encore partagé entre incompréhension, colère et tristesse. Colère parce que j'en veux au docteur. C'est lâche d'écrire cela, alors qu'on ne l'a pas dit de vive voix au patient. Je décide de l'appeler dès le lendemain pour qu'elle m'explique. J'avoue que ce soir-là, j'ai pris un gros coup dans la tronche. Comme si on venait de me condamner à la mort certaine, qu'il n'y avait plus d'espoir. Hors de question. Donc j'appelle l'oncologue suite au courrier reçu la veille au soir, parce que je suis en colère. Pour la première fois, je suis même déçu de son comportement, que je trouve lâche, parce que c'est pas tout à fait ce qu'elle nous avait dit en live, et pour le coup j'étais accompagné de mon épouse, donc on a entendu la même chose. Donc je l'appelle, j'insiste, je tombe pas directement sur elle, mais elle me rappelle. Et lorsqu'elle me rappelle, j'y vais pas par quatre chemins, je lui dis que je suis déçu et en colère à la lecture du paragraphe. Et en fait, elle comprend pas. Elle me dit ah bah, je comprends pas, monsieur Delobel, je pensais avoir été clair. Je vous ai dit qu'on se donnait pas de date de fin du traitement. C'est un peu ce qu'elle m'a dit à ce moment-là, je me souviens. Mais pour moi, c'est pas pareil de se dire on se donne pas de date de fin de traitement que de dire je peux pas vous guérir. Euh, et j'aurais préféré qu'elle me le dise vraiment dans les termes qu'elle me l'a écrit, plutôt que de le lire comme ça à 22 heures un soir dans son canapé. Donc elle s'excuse pour sa maladresse, j'allais dire, en disant je pensais y avoir été clair, je suis désolé si vous l'avez pris comme ça, mais moi en tant qu'oncologue, au vu aussi des informations qu'on a sur votre cancer, c'est-à-dire pas grand-chose, puisqu'on ne sait pas d'où il vient, au vu des traitements disponibles pour ce type de cancer, c'est-à-dire pas grand-chose, encore une fois, et au vu du stade avancé du cancer, elle ne peut pas me dire je vais vous guérir, monsieur Delobel. On va dire, voilà. Donc là, moi, je veux dire, on se quitte quand même, j'allais dire, encore d'un commun accord, en bonne entente, mais elle a compris que j'étais pas content et déçu de sa manière de faire pour cette fois-là, hein, parce que globalement, encore une fois, c'est quelqu'un que j'apprécie, mais j'ai trouvé que c'était pas très courageux de sa part. Alors comment je reçois l'information du fameux paragraphe là, de l'oncologue? Bah super mal. Enfin, personnellement, c'est la première fois où je lis que globalement je peux mourir quoi. On m'écrit factuellement, je vais pas vous guérir, donc globalement, moi le raccourci que je fais c'est ok. Donc en fait, je vais mourir. Euh, Or on me l'a jamais dit comme ça, donc Cathy s'effondre à ce moment-là à mes côtés. Et moi, je le prends évidemment. Enfin, ça fait peur en fait. Ça fait vraiment peur. Mais encore une fois, il y a la colère qui prend le dessus. C'est que le soir même, je dis à ma femme, mais attends, c'est pas possible. Je vais la rappeler parce que c'est pas ce qu'elle nous a dit. Et c'est pas, je peux pas lire ça. J'ai besoin ou alors qu'elle me le dise clairement. Et donc j'ai besoin de l'entendre. Comme ça, je réagis comme ça. Alors, est-ce que côté spiritualité ou religion, des choses qui ont bougé? Euh, alors pas sur la religion.
sur la pardon, la, spi- la spiritualité, oui. Bon, j'ai jamais été réfractaire à ça, hein. Je me suis toujours intéressé, parce que on sait bien que dans cette humanité, tous, il y a des choses qu'on n'explique pas, donc ça veut dire qu'il y a sans doute des choses à creuser. J'ai beaucoup lu de bouquins, surtout au début de la maladie, j'avoue, qui adressent ces sujets-là. J'ai vu un homéopathe aussi qui m'avait beaucoup intéressé. Je discute pas mal avec des potes qui sont sensibles à ça. Je discute avec les médecins, l'hypnose, l'acupuncture. Donc oui, ça m'ouvre des champs que j'avais pas exploré trop pour moi. Et au fond de moi, je suis persuadé que cette médecine-là, la médecine traditionnelle chinoise par exemple, que je suis en train d'approcher, à partir du moment où on ne prend pas de médicaments, elle ne peut faire que du bien pour soi et se poser les vraies questions et surtout d'être complémentaire à la médecine classique. Il y a un traitement de la chimiothérapie, donc oui, ça m'ouvre beaucoup l'esprit. Bon, j'avais déjà, je pense, un esprit assez ouvert, mais là, je m'intéresse beaucoup plus encore, notamment à la philosophie en ce moment. Ça me permet de prendre du recul et puis surtout à se centrer sur des choses beaucoup plus importantes dans une vie que des détails qu'on peut tous avoir et se prendre la tête quand on est à la tête dans le guidon comme beaucoup d'entre nous, quand on a des vies bien remplies avec le travail, etc. Donc j'en profite pour me ressourcer spirituellement pendant cette période, oui. Je suis très bien entouré. Beaucoup d'amis me sollicitent pour savoir comment je vais. C'est dingue. Il ne se passe pas une journée sans recevoir un appel, un message de collègue, famille, amis. C'est précieux, ça me booste. Il y a bien sûr mon ami Laurent qui sort à peine d'un cancer lui aussi, une tumeur qui s'était logée sur une vertèbre non loin de sa moelle épinière. Nous avons bien flippé aussi. Mais il va mieux après sa radiothérapie, la tumeur est partie, même s'il devra toujours être surveillé de près. Nous partageons beaucoup sur la maladie, mais pas seulement. On marche ensemble dès que possible. Sa femme aussi, évidemment, notre amie Caroline est très présente. Ils sont aux petits soins pour nous. Il y a Mélanie, mon amie de longue date aussi. On se dit tout. Elle m'appelle 2 fois par jour. Elle a pris aussi en pleine figure la nouvelle. Elle a besoin de savoir comment je me sens chaque jour, son mari, notre ami Alex aussi. Je les kiffe. Mon ami d'enfance Jean-François et sa femme Marilyn sont là aussi. Ils prennent toujours de mes nouvelles. Ma cousine Virginie, très présente depuis le début. Elle prend des initiatives pour moi, organise des soirées avec mes potes, nous propose des sorties, aux petits soins. Je l'aime tant aussi depuis mon enfance. Elle assure. Je n'imagine pas ma vie sans elle. Alain est très présent aussi, mon pote avec qui on refait le monde, on rit, on fait des bêtises de gamin. François, poteau avec qui on passe aussi des heures à discuter de la vie, de l'éducation des enfants, du boulot, des valeurs. Je l'aime beaucoup. C'est un mec en or, une générosité incroyable. Il sait comment me faire plaisir. Mon amie et collègue Catherine, on se voit régulièrement. Elle a traversé aussi la maladie il n'y a pas si longtemps. On se comprend. Je la connais depuis bientôt 30 ans. Elle est incroyable, cette nana. Mon amie Sandrine, qui m'a offert une place pour Roland-Garros, on l'a fait plusieurs fois ensemble. C'est la générosité incarnée, elle passe sa vie à s'occuper de ses proches. Eric et Sandrine aussi, nos amis avec qui nous sommes partis en Martinique, je les adore. On vient de fêter les 50 ans de Sandrine, je tenais à y être, même si, contrairement à d'habitude, je n'ai pas pu faire le foufou en soirée. Mon cousin Marc, avec qui on s'est rapproché. C'est un clown, mais pas seulement. On a de belles discussions aussi sur la vie en général. Il prend soin de moi, lui aussi. Et bien sûr, il y a mes nombreux collègues ou potes, par exemple ceux de la musique. Je reçois tant de messages. Je déjeune quand c'est possible avec beaucoup d'entre eux. Il y a mon frère aussi, mon grand frère qui vit pas loin de Nancy. On s'appelle peu. On n'a jamais été des grands bavards non plus au téléphone. Beaucoup de pudeur entre nous. Mais je sais aussi qu'il est là. Et je pense qu'il sait aussi que je sais qu'il est là. Voilà. Et puis bien sûr, il y a ma famille proche, à commencer par ma mère, qui prend régulièrement de mes nouvelles. Pour pas de me déranger par téléphone, elle m'envoie des SMS, me demande comment je vais. Et quand je vais à peu près bien, mais je la rappelle. Je sais qu'elle est là. Elle a toujours été là pour moi, pour Cathy, pour mes enfants.
c'est aussi une super grand-mère. Je l'aime. Mes enfants, évidemment, ma fille Lisa et mon fils Arthur. Eux me voient au quotidien. Parfois malades, parfois à peu près en forme. Ils ont des emplois du temps qui commencent à être bien chargés. On se croise, parfois. Mais on continue à bien échanger. Ils restent équilibrés. Il y a des tensions, comme dans toutes les familles qui ont des enfants de 17 et 20 ans, je pense. Mais le fond est là. Ils savent aussi que ils peuvent compter sur moi malgré mon état et je sais que l'inverse est vrai. L'amour d'un père, l'amour éternel. Et puis évidemment, il y a Cathy, ma femme. C'est la femme de ma vie. C'est ma confidente, mon amie. Elle endosse tous les rôles. Personne ne lui arrive à sa cheville. C'est une warrior, Cathy. Derrière sa blondeur, derrière sa douceur apparente, c'est une vraie montagne. Une ancre, un pilier. Nous en avons déjà traversé des tempêtes. Alors c'est vrai que celle-ci, elle ressemble plutôt à un tsunami. Mais on va gérer, encore. Ensemble. En couple. Je souhaite à tout le monde ce bonheur de trouver chaussure à son pied dans la vie. Je sais que c'est une chance. Je salue aussi sa patience, sa tolérance, car je le sais, je ne suis pas un mec simple. Et elle est là depuis 25 ans. Alors c'est quoi le rythme du traitement et comment je me sens aujourd'hui? Bon, le rythme du traitement, c'est sur un mois, en général 4 semaines. Il y a une semaine où je n'ai pas de traitement. Donc ça veut dire que il y a 3 semaines où on m'injecte de la chimiothérapie et de l'immunothérapie. Et ce depuis maintenant 4 mois. Donc là, je rentre dans le dur depuis un mois globalement. Je me sens vraiment diminué, beaucoup plus qu'avant. Euh, Comment? donc en termes d'énergie, c'est compliqué parce que je fais beaucoup moins de choses finalement qu'au début du traitement. Or, je sais que moi j'ai besoin de me mettre dans de l'énergie, dans de la marche, dans même du sport. Parce qu'au début j'arrivais à garder un peu de sport, là j'y arrive plus. Je suis trop fatigué. Euh, donc je le vis pas très bien finalement. Donc ça veut dire que j'ai peut-être pas encore accepté tout à fait finalement la maladie entre guillemets parce que on ne cesse de m'expliquer que c'est normal. Donc pour essayer d'enrayer en particulier les nausées, parce que les nausées, elles sont, j'allais dire, normales après une chimiothérapie. Souvent, c'est un effet secondaire connu et classique. Bon, moi, je l'ai, cet effet secondaire, mais ce qui est anormal, c'est que je l'ai même avant la chimio. Je l'ai même 15 jours après. En fait, mon cerveau, je pense, a fait vraiment une association malheureuse avec des goûts, avec des odeurs. Et je sais, enfin, j'ai quasiment plus de jours où je n'ai pas de nausées. Je vais attaquer lundi ma 5e séance sur les 9 prévues. Je supporte de moins en moins le traitement, mon corps accumule la fatigue, j'ai de plus en plus de nausées également et pas forcément uniquement comme au début, durant les 3 jours qui suivent la chimio. Je ne suis désormais quasiment vraiment jamais tranquille. Le goût horrible dans la bouche de la chimio est omniprésent maintenant, boire de l'eau devient pénible, tout a un goût. Je me tourne vers les eaux aromatisées mais je sature aussi. Les odeurs de plastique aussi m'insupportent. Cela me déclenche tout de suite des nausées. L'appétit diminue un peu également, mais j'arrive quand même à manger tous les jours. J'ai toujours été mince, il ne faudrait pas que je devienne trop maigre. Donc c'est très fatigant et moralement c'est pénible. Donc là j'essaie d'enrayer ça euh, par l'hypnose. Je suis allé voir un hypnothérapeute, donc avec une démarche hyper intéressante, très structurée. Mais on a convenu ensemble qu'on n'avait pas réussi à enrayer en tout cas les nausées. Même si ça m'a fait du bien parce que j'ai beaucoup discuté avec lui et c'est quelqu'un de bien et il m'a envoyé des choses intéressantes. Malheureusement, on n'a pas su enrayer les nausées. Donc là, je suis plutôt maintenant à essayer l'acupuncture. J'ai l'impression, je n'ose pas encore m'emballer, mais enfin j'ai l'impression que ça me fait un peu de bien,
que j'ai un peu moins de nausées. Et puis j'ai aussi la méditation personnelle que je fais avec des lunettes appropriées en ce moment, qui me renvoie euh, la luminothérapie. Et l'idée, c'est d'expliquer à son subconscient, à son cerveau, que des nausées finalement sont, j'allais dire, normales après un traitement, mais qu'elles sont pas normales avant ou pendant, et qu'il faut accepter l'idée que bah, de contrôler ses émotions, de finalement parce qu'en fait, je pense que j'ai peur de faire cette immunothérapie parce que je sais que je vais être malade. Donc l'idée, c'est d'enrayer le sujet parce que je vais avoir bientôt un nouvel examen. Si le scanner est bon, on a un espoir d'arrêter la chimiothérapie et de garder l'immunothérapie. Mais si le scanner est pas si bon qu'on le souhaite, je vais continuer la chimio. Donc ça veut dire qu'il faut que j'arrive vraiment à régler ce problème de nausée. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je n'arrive plus à passer des jours consécutifs tranquilles comme au début. Les malaises arrivent, repartent, reviennent. C'est donc plus lourd à gérer, moralement aussi. Pour la première fois cette semaine, nous sommes début juillet, je me sens atteint. Des larmes coulent subitement, jamais très longtemps, mais je commence à saturer de ces symptômes. Mes nuits sont compliquées aussi, je suis fatigué. Ce matin, je me suis bougé, car même si je ne me sens pas d'attaque, j'ai du mal à rester à ne rien faire. J'ai pris mon vélo, suis allé rouler un peu au bord du canal de l'Ers. J'aime cet endroit de nature. J'ai ensuite taillé mon palmier dans le jardin. Je ne me sens pas assez en forme pour aller tout de suite à la déchetterie. Je demanderai à mon fils, Arthur, un coup de main. Alors heureusement, il y a des moments lumineux et heureux dans tout ce parcours. Le premier qui me marque le plus, c'est ces vacances en Bretagne. On décide d'aller avec mon épouse au Cap Cause, un endroit qu'on aime beaucoup. En général, on n'aime pas aller toujours au même endroit, et pour le coup, là, ça fera la troisième fois parce que on adore cet endroit plein de nature. Et j'avais des difficultés à dormir, et donc j'ai un sommeil perturbé. Et donc je me lève super tôt, et je me lève, je sais pas, vers 5h30 du matin, je crois. Et pour pas réveiller Cathy, on avait un logement à 50 mètres de la mer. Donc je me lève et je me dis tiens, bah, je vais aller voir là, je vais aller me poser sur la plage. Et donc là, je suis seul au monde, il y a personne. Et devant moi, il y a un lever de soleil. Et là, je suis ému. En fait, je suis ému par la beauté de la nature et par le fait que bah, moi, j'ai envie de vivre pardon, des moments comme ça beaucoup plus souvent. Pardon. Et donc, j'accepte pas la maladie finalement. En tout cas, pas à mon âge. Et je me dis, mais merde, quoi. J'ai que 51 ans. Il y a des moments comme ça, mais je vais en vivre et je vais tout faire pour que ça se reproduise. Donc ça, c'est la Bretagne vraiment qu'on adore. Puis après, heureusement, il y a bien d'autres moments qui soit me sont proposés, soit que je vais aller chercher. Parce que je suis de nature optimiste. Et donc je sais que c'est un long chemin et que j'ai besoin de remplir, de remplir mon énergie de manière positive. Donc ben, je fais de la musique par exemple. Et avec mes potes, on nous a sollicité une fois pour un pot de départ d'un départ en retraite d'un collègue qu'on estime beaucoup. Il se trouve que c'était vraiment une période pardon, compliquée, avec beaucoup de douleur à ce moment-là. Donc mon collègue qui part en retraite me demande, genre, voilà, me dit, est-ce que ça te ferait plaisir, enfin en tout cas moi ça me ferait plaisir si tu venais jouer avec tes potes pour mon départ en retraite. J'ai envie que tu puisses venir jouer, ça me ferait vraiment plaisir. Alors je suis pas très bien à ce moment-là, je suis même sans doute à un moment où je suis le moins bien dans la maladie, mais j'accepte. Je le mets pas au courant de ma maladie, lui, parce que j'ai pas envie
que je ternisse sa soirée. Il y a beaucoup de monde. Il a invité vraiment largement. On se retrouve dans un endroit, un super café près du Grand Stade à Villeneuve-d'Ascq, là, qui reçoit beaucoup de musiciens. Et puis, le matin même, je me souviens, j'avais beaucoup de douleurs, je me bourre dentalgique. Et puis, je préviens mes potes quand même par le WhatsApp qu'on a, en disant, je suis pas sûr, les gars, de pouvoir faire le concert parce que j'ai vraiment mal. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant le plus tôt possible si jamais je ne pourrais pas assurer. Puis bon, je me bourre dentalgique. Et puis, je me dis, allez, hop, tant pis, j'y vais. Parce que pour le coup, là, je me fais confiance parce que, en général, quand je joue, euh, il n'y a plus rien qui compte. J'arrive à me surpasser, entre guillemets. Donc, je me fais confiance. Je me dis, allez, j'y vais. Et là, c'est un grand moment pour moi parce que une grosse victoire, en fait, j'arrive à jouer, j'arrive à chanter. Euh, Certes, on raccourcit le set parce qu'en général, on joue au moins 1h30. Là, je dis aux potes, on fera qu'1 heure parce que je suis rincé. Mais en tout cas, on a réussi à faire le show, on a réussi à jouer. Peu de personnes dans la salle étaient au courant de ce qui m'arrivait. Donc ça s'est pas vu. Donc ça, c'était ma satisfaction. Je les ai vite abandonnés parce que je suis rentré chez moi, j'en pouvais plus. Mais en tout cas, j'étais vraiment satisfait d'avoir fait le concert avec mes potes musiciens que j'aime beaucoup. Et puis le faire pour mon pote qui part en retraite que j'apprécie beaucoup. Donc ça, c'était un beau petit moment. Il y a eu un autre moment sympathique. C'était le départ un de mes collaborateurs que j'avais embauché une dizaine d'années auparavant, qui s'appelle Vindicien, que je peux citer, qui est vraiment un mec brillant, ingénieur de formation, avec une belle ouverture d'esprit, avec qui tout de suite on s'est bien entendu, que j'ai fait grandir entre guillemets dans la société et qui malheureusement a décidé de quitter l'entreprise parce que étant dans une grande entreprise, elle n'avance pas toujours au rythme de ses jeunes talents. Et pour son départ, en fait, j'ai fait un petit mot devant tout le monde aussi. Là, j'avoue que j'étais pas sûr de moi parce que j'ai l'habitude de parler en public de par ma profession. Mais comme j'étais encore fragile physiquement, et puis que parfois j'ai des montées d'émotions depuis que je suis malade que je contrôle pas, j'avais un peu peur de ne pas pouvoir le faire. Finalement, ça s'est super bien passé. On était émus, certes, l'un et l'autre, mais j'ai réussi à être présent déjà, à être présent à son départ, et puis à faire le petit mot qui, je pense, il a bien savouré. Voilà. Alors la confiance en mon corps et à mon moral évolue. Maintenant, ça fait donc on m'a annoncé la maladie en janvier. On est au moment où on se parle en septembre. J'ai toujours tenu la barque, on va dire côté moral. Franchement, je suis satisfait. Et puis ce qu'on me renvoie me dit que je peux l'être. Or, depuis un mois peut-être, je sens que mon corps commence à accumuler le traitement. J'ai une grosse fatigue. Euh, et donc ça, j'avoue que j'ai un peu de mal à l'accepter parfois parce que dans mon traitement, il y a une semaine dans le mois où je suis tranquille, entre guillemets, où j'ai pas de traitement. Et cette semaine-là, c'est souvent une semaine où je peux revivre. Je suis pas malade à cause du traitement. Donc c'est souvent cette semaine-là qui permet de me régénérer. Or, il se trouve qu'à fil des mois, même ces semaines-là, en fait, est entachée. Parce que beaucoup de nausées, même durant cette semaine-là, beaucoup de fatigue. Et donc, le moral a pris un petit coup quand même depuis peu. Et le physique aussi. Donc, en même temps, je sais que c'est normal. Donc, j'essaye d'accepter l'idée que bah, je suis pas Robocop. Donc, et puis, c'est ce que me disent les médecins en disant ça fait 4 mois de traitement à hauteur de 3 chimios et immunothérapies par semaine. Donc, c'est pas déconnant que vous soyez fatigué. Mais le plus dur finalement, c'est de tenir le moral parce que quand on est malade suite au traitement et que les jours où on est bien s'amenuisent de plus en plus, bah, ça devient compliqué de se régénérer en fait. Et donc les petits moments là où allez, finalement il y a 3 4 jours dans mon mois où j'ai la pêche, ah bah ceux-là je peux vous dire que... Alors à mi-septembre 2023 où j'en suis dans la maladie, eh bien j'ai réalisé un scanner fin juillet pour voir si le traitement fonctionne, hein, c'est quand même ça l'essentiel. Il se trouve que le scanner est très encourageant puisque
50% des métastases ont diminué en taille. Et de l'avis de mon oncologue, à ce stade du traitement, c'est plutôt remarquable. Donc c'était une excellente nouvelle. Ça veut dire que le traitement fonctionne. Donc on va garder ce traitement encore quelques semaines. Et puis je pense que début octobre, donc bientôt là, je referai un scanner pour voir où on en est. Et si le scanner est bon, toujours encourageant, on m'a indiqué que peut-être j'arrêterai la chimiothérapie et je garderai que l'immunothérapie. Donc on croise les doigts pour que le futur scanner soit aussi bon que le premier. Ce que je dirais aux gens qui m'écoutent, bah merci déjà. Merci de m'écouter. J'espère juste que ce que je raconte est intéressant. C'est une question aussi que je me suis posée en me disant mais ça c'est mon histoire, est-ce que ça va intéresser les gens? Encore une fois, par rapport à la journaliste qui l'a faite auparavant, je me suis dit bah pourquoi pas? Et puis de se dire que finalement il n'y a pas de fatalité dans la vie. Et que certes on peut avoir des grosses tuiles, mais que euh, toute tuile permet d'entrevoir d'autres chemins. C'est toujours des opportunités finalement, même dans les plus grands malheurs, qui permettent de changer son mode de fonctionnement de vie et que si la vie est parfois cruelle, euh, elle apporte, même dans ces moments-là, des rencontres, des questionnements, des échanges qui sont vraiment incroyables quoi. C'est hyper enrichissant et ce serait quand même très provocateur de me dire c'est génial de vivre ça, mais je suis pas loin de le penser parce que si j'avais pas eu cette maladie, j'aurais pas vécu ces moments-là ou j'aurais pas eu ces discussions-là. Donc voilà. Merci en tout cas à vous de m'avoir écouté et puis j'espère que vous arrivera quand même jamais cette maladie. Et puis je reviendrai peut-être plus tard pour raconter la suite.